Dans cette dernière présentation, nous allons parler de l'approche de l'étude de cas et des stratégies de sélection non probabilistes. Commençons tout d'abord avec l'approche d'étude de cas, en sachant que le chercheur peut opter pour cibler un seul cas d'étude ou de multiples cas d'étude. Ensuite, on parlera sur la sélection des participants, l'échantillonnage non probabiliste, mais en sachant qu'il y a aussi possibilité d'insérer des stratégies plus flexibles et adaptatives tout au cours de la recherche de terrain. L'approche d'étude de cas, c'est souvent une approche qui prépare la recherche ou qui est très importante au début, en amont de la recherche. L'étude de cas envisage que le chercheur cible un certain objet, et cet objet peut être une personne, un événement, un groupe, un lieu, un site géographique, un site virtuel sur lequel il s'intéresse, et ensuite il cherche à avoir d'autant d'informations possibles à travers de multiples méthodes et de multiples sources de données. Donc la triangulation de sources et la triangulation de méthodes est très cruciale quand on adopte cette méthode. Ceci implique que le cas fait partie d'un groupe plus large de cas, de sujets, de lieux ou de groupes auxquels le chercheur peut s'intéresser, mais qu'il a décidé de se concentrer sur ce cas à travers une approche holistique qui permet d'atteindre une profondeur. Bien sûr que ce seul cas ou ces quelques cas qu'on cible ne seront pas représentatifs pour toute une population. C'est très important de considérer cet élément. Mais ce profondeur qu'on envisage atteindre peut permettre aux chercheurs de découvrir des nouveaux aperçus, des nouvelles hypothèses et des nouvelles questions de recherche intéressantes. Alors, qu'est-ce qui peut être l'objet d'analyse au sein d'une étude de cas? Ça peut être un acteur spécifique, une personne ou une famille. Souvent, cette approche s'inscrit dans le cadre des recherches biographiques et à ce moment, on s'oriente plutôt vers l'histoire de vie de ces personnes. On peut obtenir de l'information à travers différentes sources, des sources écrites ou des sources orales, des observations participantes, aussi des méthodes ethnographiques, mais en tout cas, souvent on est intéressé à comprendre l'histoire de vie de cette famille ou de cette personne, l'histoire de vie complète, segmentée, s'orientant sur une certaine période dans le temps, ou topique, en se concentrant sur certains sujets et certains objets au sein d'un parcours historique. Une étude de cas peut aussi s'orienter vers un milieu géographique ou institutionnel. Par exemple, si le chercheur veut comprendre un univers de travail et l'approcher de manière non morcelée pour obtenir une appréhension dans son ensemble, ou un événement. Et là, on prend comme point d'ancrage un événement souvent relativement rare, par exemple une rumeur, une crise, une émeute, un scandale, une intervention, une affaire judiciaire, et de nouveau, alors le chercheur veut approcher ce cas à travers une recherche holistique pour comprendre dans son ensemble ce qui se passe autour de cet événement, qui sont les acteurs, quelles sont leurs stratégies, quels sont leurs discours, qu'est-ce qui leur intéresse par rapport à cet événement. Le chercheur peut aussi opter à choisir plusieurs cas d'études. Et dans ce cas, différentes stratégies peuvent orienter ses choix. On peut tout d'abord chercher des cas qui se contrastent. Bon, l'objectif n'est pas de viser une représentativité, on est toujours dans le profondeur, c'est ça la spécificité de cette approche de cas d'étude. Mais là, on prend des cas qui diffèrent par rapport à un certain critère pour comprendre comment un certain phénomène se présente au sein de cette diversité. On peut aussi faire le contraste, le contraire, et plutôt chercher des cas qui se rassemblent par rapport à un certain critère. Par exemple, on cible un certain groupe relativement homogène, une communauté religieuse ou un certain groupe professionnel, et au sein de ce groupe, on cherche alors à comprendre comment les différents individus, relativement semblables sur un critère, mais potentiellement très hétérogènes sur d'autres critères, se comportent, agissent ou se développent à travers différents discours. Donc ici, l'objectif peut être de trouver la différence au sein de l'homogénéité, c'est-à-dire on cherche comment au sein d'un groupe relativement homogène, il y a une diversité. Finalement, on peut aussi opter à chercher le cas
qui ne répond pas à l'hypothèse de départ. Donc là, on est dans la sélection par quête du cas négatif. On commence avec une hypothèse pour expliquer un phénomène et ensuite on va chercher exactement ce cas qui ne répond pas à cette hypothèse, qui contredit cette hypothèse, qui remet en question cette hypothèse. Et donc là, l'objectif, c'est de trouver ce cas. Si on ne le retrouve pas, alors finalement, on trouve effectivement une formulation d'explication qui tient pour tous les cas connus, sans exception. Et ça, c'est généralement le moment où la recherche, dans cette méthode-ci, se termine. Voilà tout d'abord comment un chercheur peut opter pour une approche d'étude de cas. Ça n'exclut pas qu'ensuite il peut devoir se poser la question de comment sélectionner les participants de recherche à travers une approche spécifique au sein de cette étude de cas ou de ces études de cas. Donc la sélection des participants, comme je vous avais expliqué, part d'un principe qui peut être différent selon les différentes approches. Au sein de l'échantillonnage, on part plutôt d'une logique déductive où le chercheur définit préalablement à sa recherche les catégories qu'il pense seront pertinentes pour sa recherche sur base de critères de sélection fixés en amont de la phase de terrain. Tandis que dans la sélection, et on va en parler vers la fin de cette présentation, on va plutôt adapter ces critères de sélection tout au cours de la recherche, les reconstruire, les changer, les reformuler, dépendant des dynamiques qu'on retrouve sur la recherche de terrain. Mais commençons tout d'abord avec l'échantillon. Voilà, vous êtes en amont de votre recherche, vous êtes en train de réfléchir sur les différentes catégories qui pourraient être pertinentes pour votre recherche, sur les différentes personnes au sein d'une certaine population qui pourraient être pertinentes pour votre recherche, et vous devez alors cibler une certaine stratégie. Comment accéder à ces personnes? Tout d'abord, vous pourriez le faire à travers un échantillon accidentel. Donc là, en fait, votre stratégie d'échantillonnage dépend des sujets qui sont disponibles au moment où vous passez. Cette stratégie est très intéressante pendant la phase exploratoire de la recherche, mais elle peut aussi être très intéressante plus tard, tout au cours des différentes phases de recherche, parce que cet échantillon accidentel peut vous amener vers des nouvelles pistes, vers des nouvelles populations. Je vais y revenir. Une autre stratégie, c'est l'échantillon à travers une stratégie de trouver des volontaires, comparable à l'échantillon accidentel. Mais dans ce cas-ci, ça dépend des sujets qui se proposent de façon spontanée comme volontaires pour participer dans votre recherche. Une autre stratégie d'échantillonnage non probabiliste, beaucoup plus structurée, c'est l'échantillon par quota. Rappelez-vous que dans les échantillonnages probabilistes, on avait parlé de l'échantillon stratifié. Vous vous rappelez, à ce moment, vous devez avoir un certain critère ou plusieurs critères, mais en fait, vous devez cataloguer les populations en différentes catégories et ensuite vous tirez un échantillon aléatoire au sein de chaque catégorie. Alors ceci, c'est assez semblant, c'est-à-dire que on tire aussi un échantillon ou plusieurs échantillons au sein de chaque stratum, mais pas à travers une stratégie probabiliste. Ça veut dire que la petite partie qu'on identifie pour votre échantillon ne doit pas être représentative pour ce groupe. Cette stratégie est intéressante, ça vous fait réfléchir en amont de votre recherche, quelles sont les catégories pertinentes par rapport à ma population de recherche et comment est-ce que je peux atteindre ces différents groupes. Mais ça suppose aussi que vous disposez d'informations préalables pour définir ces groupes et pour cibler certains individus au sein de ce groupe. Ceci peut être le cas comme ça peut ne pas être le cas. Ou vous pouvez supposer que vous disposez de cette information, mais une fois sur le terrain, il se peut que les catégories que vous avez préalablement définies ne sont pas du tout les catégories pertinentes par rapport à votre question de recherche. Alors, ça sera un moment de nouveau de petite crise existentielle où vous allez vous adapter. Ensuite, vous pouvez aussi prendre un échantillon par choix raisonné. De nouveau, vous avez besoin de connaissances et d'expertise préalable et alors vous allez cibler des participants qui ont une importance spécifique pour votre recherche. Souvent, cette stratégie ne peut être utilisée qu'après une recherche préliminaire dans laquelle vous prenez conscience de ce que sont les participants spécifiquement importants
par rapport à votre recherche, les personnes clés à atteindre. Et finalement, une dernière stratégie d'échantillonnage non probabiliste très souvent utilisée dans les méthodes qualitatives, c'est l'échantillon par boule de neige. Dans ce cas, vous allez cibler quelques personnes clés comme point de départ pour entrer sur votre terrain, des personnes qui font partie de différents groupes ou de différentes zones d'intérêt. Et ensuite, vous allez dialoguer avec ces participants et vous allez leur demander de fournir des noms d'autres personnes qu'ils connaissent et qui se retrouvent dans la même zone d'influence ou la même catégorie que la personne avec laquelle vous venez de faire l'entretien. Très intéressant parce que ça peut vous mener vers différentes pistes, vers une sorte de boule de neige. Donc, une personne mène vers 2 ou 3 autres personnes qui mènent vers 10 ou 15 autres personnes. Très intéressant, mais il y a aussi un danger. Le point de départ détermine aussi la voie que vous allez poursuivre. Et si vous avez oublié d'inclure une certaine catégorie de personnes dans votre échantillon de base, alors il est fort semblable que cette catégorie ne sera pas forcément atteinte à travers le boule de neige. Donc, ça peut insérer un biais important qu'une partie importante de la population n'est jamais prise en compte parce qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui envoie la boule de neige dans la direction de ces catégories de gens. Comme j'avais insisté, l'échantillonnage peut être une bonne stratégie de départ, mais elle suppose que quelque part vous vous imaginez déjà ce que sont les participants et les catégories de participants avec qui vous allez dialoguer et ensuite vous allez fixer des principes pour voir comment et avec qui vous allez dialoguer. Et comme j'avais déjà mentionné, en fait, il y a une flexibilité possible par rapport à ces stratégies-là, à travers une procédure de sélection comme un processus inductif qui vous permet de construire et d'adapter les critères de sélection tout au cours de la recherche. En fait, cette approche s'insère dans plusieurs courants. Ici, un courant que j'apprécie personnellement particulièrement, c'est l'approche relationnelle de la recherche, un petit livre qui a été écrit par Liane Fucci en 2018 et qui dit en fait, il ne faut pas forcément opter pour un échantillonnage très fixe qui suppose qu'on se fixe des critères de sélection préalables, mais on doit se préparer à devoir adapter ses plans en cours de route. Donc, une belle petite citation dans lequel elle dit, en fait, le chercheur peut choisir dès le départ de rester très flexible, de parler à toutes les personnes qui se présentent sur son terrain et d'aller loin au-delà de son plan de sélection initial en considérant des nouveaux groupes, des nouvelles communautés, des nouveaux cohortes et aussi en décidant de refaire un entretien avec certaines personnes. Alors, comment arriver à sélectionner les participants? On peut le faire sur base de critères préétablis. On peut aussi le faire à travers des stratégies plus spontanées. Par exemple, des intermédiaires, vos amis, vos connaissances, vos collègues ou des personnes clés sur le terrain qui connaissent votre objet d'étude, votre étude de cas, votre intérêt, votre population et qui peuvent vous orienter vers certains et certaines. Une autre stratégie peut être ce que Liane Fucci appelle « hanging out ». Aller dans des lieux où vous pouvez rencontrer les gens qui ont une certaine pertinence par rapport à votre objet d'analyse. Par exemple, des centres de recherche, des lieux de rencontre, des librairies, des événements publics, etc. Elle insiste aussi sur l'importance de voyager dans le paysage physique de votre terrain. Simplement se balader. C'est une forme de recherche, ça fait partie de votre méthodologie si vous ciblez cette stratégie de sélection. Et elle insiste sur le fait que ça peut être très intéressant de perdre son temps, entre guillemets, perdre son temps, de créer de l'espace pour les choses spontanées, de rester avant et après vos entretiens de façon que des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites ou qui ont potentiellement quelque chose à vous communiquer d'intéressant par rapport à votre objet de recherche, ça permet à ces personnes de vous approcher. Donc, il ne faut pas avoir peur du temps perdu quand vous êtes sur le terrain. En fait, ce, entre guillemets, temps perdu peut être une piste d'ouverture vers des nouvelles choses, vers des nouvelles voies au sein de vos recherches.
Ce qui est important, c'est quand même aussi de trianguler. Triangulation peut être atteint de plusieurs façons et donc, comme je disais, différentes méthodes. On peut utiliser des méthodes mixtes, mais on peut aussi ouvrir l'espace à des choses qui sont plus spontanées. Par exemple, on peut adopter une stratégie que Lian Fuji appelle the funnel method. C'est de retourner vers des participants de recherche avec lesquels on a déjà travaillé et de faire plusieurs tours d'entretien avec chaque fois un nombre plus limité. En fait, Lian Fuji a travaillé sur le génocide de 94 au Rwanda et le rôle de différents acteurs localement ancrés au sein de ce génocide, un sujet très très sensible. Et donc, elle a insisté que particulièrement pour des sujets sensibles, il est des fois très important de retourner de multiples fois vers les mêmes interlocuteurs pour créer un lien de confiance qui permet à l'interlocuteur d'approfondir certaines informations qu'il n'a pas forcément envie de passer à une chercheuse venant de l'extérieur lors d'un premier entretien. Une autre façon de trianguler peut être de travailler à travers le boule de neige inconscient. Tout à l'heure, on avait parlé d'une stratégie de boule de neige dans un échantillon non probabiliste et de demander à chaque personne à la fin de l'entretien si il ou elle peut vous orienter vers des nouvelles personnes. On peut aussi faire un boule de neige inconscient en cherchant les personnes qui apparaissent dans les histoires de vie ou dans les histoires racontées par vos interlocuteurs. Si vos interlocuteurs parlent de certains acteurs, vous pouvez décider d'aller visiter ces acteurs. Faites attention quand même, parce qu'il y a vraiment un problème éthique avec lequel il faut tenir compte. Il faut considérer que vous n'êtes pas censé passer des informations d'un entretien à l'autre. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a mentionné une personne que vous avez le droit de dire « Eh bien, vous êtes apparu dans telle histoire de telle personne et c'est pour ça que j'étais intéressée à aussi dialoguer avec vous. » Donc, faites attention avec cette stratégie, mais très intéressante. Et finalement, je l'ai déjà dit quand je parlais du hanging out, soyez ouverts aux participants spontanés qui se présentent et qui vous permettent d'aller au-delà des stratégies de sélection originale. Finalement, un message très important dans l'approche relationnelle de Lian Fuji, c'est qu'elle insiste sur le fait que les erreurs sont des cadeaux. Elle parle du temps perdu en marchant dans les lieux de contexte et en se perdant des fois, et que ça peut mener vers des nouvelles dynamiques. Elle insiste aussi sur le fait que des fois, ces erreurs peuvent être des portes d'entrée pour reconsidérer la conception de ces idées sur les catégories à considérer. Par exemple, dans le cas de sa recherche, elle avait prévu préalablement à sa recherche un échantillon non probabiliste et elle avait défini des catégories d'acteurs par rapport à son objet d'étude. Mais en cours de route, elle s'est rendue compte que ces catégories étaient beaucoup trop rigides, que beaucoup de personnes se retrouvaient dans différentes catégories en même temps et que certaines catégories étaient conçues de la part d'une chercheuse qui venait de l'extérieur, mais pas liées à des réalités de terrain. Donc voilà, si vous considérez sur le terrain que votre échantillon de départ et vos stratégies de sélection de départ ne collent pas du tout avec les réalités du terrain, pensez à cette phrase, les erreurs sont des cadeaux. En fait, vous pouvez prendre cela comme une porte d'entrée vers un approfondissement de vos recherches. Et finalement, Lian Fuji insiste aussi sur le fait que chaque interlocuteur doit éthiquement avoir le droit de refuser un entretien, mais aussi que ces refus ou les entretiens qui n'ont pas lieu sont aussi une source d'information. Le fait qu'une personne résiste et refuse à vous parler peut être une donnée intéressante à analyser. Le fait que quelqu'un vous dit qu'il va être disponible pour un entretien et finalement, le jour J, il n'apparaît pas, ça peut être une source d'information. Ça peut vous informer sur le fait que vous avez peut-être insisté auprès de cette personne de façon trop lourde et que la personne se sentait frustrée ou qu'il ne se sentait pas suffisamment à l'aise. Ça peut aussi parler d'un contexte plus large au sein duquel les personnes ne se sentent pas forcément très libres à parler autour de votre sujet de recherche. Et donc, voilà, de nouveau, ces refus ou les entretiens qui n'ont pas lieu peuvent vous informer, peuvent être une source d'information
par rapport au contexte dans lequel vous travaillez.